On m'a demandé, si, hein, j'ai les noms, de faire une critique, ou en tout cas de donner mon humble avis sur Rebel Moon, et j'avais vraiment pas envie. Mais comme par contre, je veux bien faire plaisir à mes abonnés qui sont les meilleurs du monde, mon avis, je vous le donne. Alors sortez vos plus belles coupes de cheveux Corée du Nord et vos salopettes, parce qu'on prend la direction des champs et de la face cachée de la lune rebelle. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je ne sais pas si je dois dire merci ou maudire celles et ceux qui m'en ont fait la demande, parce que j'y allais vraiment à reculons, voire j'y allais pas du tout en fait. Et du coup, ai-je été subvertie dans mes attentes face au projet de Snyder sur Netflix, censé révolutionner, réinventer, réinterpréter, recycler, calquer, sous-traiter, je sais même plus quel terme utiliser, le space opéra à la Star Wars. Alors déjà, des attentes, j'en avais pas, donc à subvertir, c'était limite. Mais en tout cas, non, pas du tout. Mes attentes n'ont pas été subverties, loin de là. C'est à peu près, malheureusement, tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai une longue liste de choses qui m'ont fait soupirer et lever les yeux au ciel, d'une part du fait de l'auteur lui-même, de l'autre du fait du cahier des charges lourdingues des histoires actuelles. Mais si, ma foi, ça vous a plu, tant mieux. Tout dépend encore une fois de ce qu'on vient trouver dans ce genre de spectacle. Si on pose son cerveau de côté et qu'on se laisse embarquer, pourquoi pas. Est-ce que c'est consommable ? Oui, bien sûr, c'est pas le pire film de tous les temps non plus, même si on n'est pas sur du jeu d'acteur sidérant, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est un chef d'œuvre ? Clairement non plus, mais si vous avez hurlé au génie devant l'ascension de Skywalker, pourquoi pas, il y en a, peut-être que ça peut vous plaire, parce que c'est la même démarche d'auteur, entre guillemets, ce que moi j'appelle la technique du spaghetti cuit. Alors visionner un cuistot qui balance un tas de pâtes sur le mur et qui attend de voir par hasard s'il y a des trucs qui vont rester collés. Alors Pepper Snyder, célèbre pour sa subtilité et son sens du minimalisme sûrement hérité de la même promotion que celle de Michael Bay, a balancé tout ce qu'il pouvait dans la casserole. Je soupçonne même fortement à l'aide d'une intelligence artificielle, aussi bien dans l'écriture que dans les concepts visuels. Et le résultat, il donne ce qu'il donne. J'avoue que je suis moi-même la première souvent fascinée par les propositions faites par les intelligences artificielles dans l'ordre du crossover, par exemple Studio Ghibli rencontre Game of Thrones ou autre mélange du style. J'aime beaucoup les voir passer sur Facebook, mais alors là on atteint un niveau qui me laisse franchement perplexe, parce que ça passe sur Facebook, mais là on est quand même sur des films de plus d'1h30, deux même, et là ça a ses limites. J'adorerais dire que ça m'a fait rire, mais non, en fait, à part 2 ou 3 moments, je trouve ça tellement triste et tellement vide que je sais même plus par quel bout du spaghetti pousser de ma truffe la boulette de Rebel Moon. Oui, moi aussi je peux faire de la métaphore lourdingue, et sans l'aide d'intelligence artificielle d'ailleurs. J'ai donc brûlé de la sauge pour me remettre de l'expérience et pour me préparer psychologiquement surtout au débrief que je vais vous faire séant. Je précise que je n'éprouve aucune joie à ce que je vais faire et à ce que je m'apprête à dire. C'est même pas un coup de gueule que je vais faire, c'est un gros coup de fatigue. Faut-il faire un pitch ? On va se le tenter. Alors Rebel Moon, pour l'instant en 2 parties sur Netflix, vu qu'on nous menace d'une suite, joie et bonheur, se résume comme un set mercenaire de l'espace glauque où un petit village d'Amish, ou en tout cas une communauté bio, doit faire face aux grosses machines, et Dieu sait si Snyder n'a rien contre les grosses machines, d'un empire machiavélique qui cosplay en 3e Reich avec des coiffures dégueulasses. Heureusement, pour se défendre avec cure-dent, pique, couteau et tranchée de Verdun, le village sympathique SOS Amitié pourra compter sur une petite bande intersectionnelle dont les personnalités se limitent à leur case à cocher dans le bingo égalité et diversité. Nana Badass 1, vaguement métissée avec arc de vengeance et trauma, robot stylé protecteur de la nature. Nana Badass 2, mais pas la même malgré trauma et arc de vengeance, car asiatique celle-là et en plus handicapée. Convergence des luttes, youpi traloulou. Vétéran noir avec trauma et alcoolisme. Beau gosse, ami des bêtes et des torse-poils. Bref, un indien. Jojo Siwa. Enfin, je pense que vu la dégaine, on coche la case queer ou non-binaire. Et tiens, un étonnant gentil pecno, pas toxique et hétéro-blanc. Donc dire que c'est surprenant, oui. Et dire qu'il sent le sapin, clairement. Alors, je sais que ma description peut sembler peu politiquement correcte, mais je m'en fous. Et elle est castée comme ça, mes pauvres enfants. Et je tiens à dire que au fur et à mesure de l'épisode 1, où la nana badass part recruter un à un ses camarades en mode Pokémon cherche les tous de la diversité, sans
sans avoir vu pour ma part au préalable un visuel ou la bande-annonce, j'étais mentalement en train de faire ma liste de fonctions. Et vous dire que je n'ai pas été déçue, c'est évident. Il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher de penser aux vieilles blagues de l'ordre d'un Américain, un Français et un Russe entrent dans un bar, mais passons. Alors, je me doute sans difficulté du message, car il y en a un que ce film est censé faire passer. Je suis la première à souligner les archétypes, donc il y en a, et là on est dans le cliché, somme toute sans problème, de la petite communauté pacifique et rurale reposant sur l'entraide, l'amour du prochain et les bonnes vieilles valeurs, parce que rien ne vaut la vie saine à la campagne, face, disons, pour mettre les pieds dans le plat, à la mondialisation, la modernisation, l'industrialisation et le totalitarisme. David contre Goliath, nature contre culture, homme contre machine, peau de terre contre peau de fer, dont pas de souci en soi. Le contrat, il est rempli. Fallait-il 2 films pour ça et peut-être même la tripotée d'autres derrière dans le viseur? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que ces films font quand même de bonnes choses? Je vais en trouver quelques-unes en me grattant un peu la tête. Il y a de jolis visuels. Voilà, c'est quelque chose que Snyder fait bien, donc il le fait. Il y a des images qui ont un impact graphique, des designs intéressants, même si pas nouveaux ni originaux. Mais voilà, il lèche ses images, Snyder, ça me fait d'ailleurs marrer vu ce que j'ai à dire derrière. Mais voilà, lécher sera le mot. C'est un mec qui fonctionne à l'image, alors vous me direz, c'est bien pour un réalisateur, oui certes, mais c'est quand même mieux quand le scénario aussi, il est léché derrière, si je puis dire. Et m'est avis qu'il a pas trop bavé sur le côté écriture. Bavé, oui, par contre, dans son choix de cast, parce qu'au royaume de l'intersectionnalité, t'as quand même intérêt à être gaulé et musclé, et Snyder aime bien les pecs huilés. C'est quand même sa marque de fabrique, donc il a pas pu s'empêcher pépère. Vous me direz que c'est fort de café que je râle sur ce sujet, alors que j'ai un épisode sur la chaîne entièrement dédié au torse-poil, mais je rappelle que mon apologie du torse-poil se faisait dans le cadre d'une relation à un personnage et dans un intérêt narratif, et non dans le cadre d'une fétichisation de la part du réalisateur, et encore moins quand tu mets un mec en slip dans une bataille. C'était déjà limite face aux éléphants heavy metal de 300, mais c'est complètement barré face à des tanks et des armes laser. Les bras m'en tombent, comme pour la nana qui est pas un Sith mais qui a des sabres rouges. Toujours dans les plus accrédités, oui ça n'a pas l'air mais c'est quand même bien ce que je suis en train de faire en ce moment précis, je vous jure. Alors c'est surprenant, mais l'héroïne a non seulement le droit de coucher, j'ai pas pris cette habitude dans Star Wars, mais ce fait qui plus est, sauver 2 fois les miches par un mec hétéro blanc. Ah j'ai dû me pincer pour y croire. Faudra quand même pas qu'il survive parce que ça contrarierait la sacro-sainte règle de l'héroïne badass moderne qui ne doit pas avoir un happy end de couple en famille hétéronormée et qui est plus forte que tout le monde, mais tout de même, pour le coup, alors voici une attente qui a été complètement subvertie pour ma part, car des nanas auxquelles un mec gentil vient sauver les miches ou donner un coup de main, c'est assez farfelu par les temps qui courent. Autre originalité, bien que les méchants très méchants soient foncièrement de vilains blancs fachos, la petite communauté rurale des gentils peace and love et tolérante est également étrangement blanche. On est face à la petite maison dans la prairie, un village d'Amish ou n'importe quelle communauté rurale d'un western dans le Colorado. Que Snyder nous ait épargné une communauté beatnik multicolore ou appuyée sur un agenda postcolonial est quand même assez exceptionnel pour être souligné. Bien que la colonisation soit dans le sous-texte quand même, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que c'est pas peu de dire qu'il aurait pu complètement partir dans cette direction, mais non. Bon, c'est sûr que d'un coup, on a quand même l'idée que la petite communauté blanche rurale ne peut pas survivre ni se débrouiller sans l'aide et l'influx des quotas intersectionnels, dans un effet miroir au sauveur blanc, quoi, soit le sauveur woke, on pourrait dire, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus alors qu'il y a d'autres choses à mettre en avant. D'ailleurs, je le dis en passant, Snyder utilise beaucoup la technique simpliste et contestable, mais pratique, il faut le dire, d'une planète, une espèce ou une ethnicité. Il n'y a guère que la résistance rebelle qui est en mode United Colors of Benetton, ce qui est logique car elle rassemble les mécontents des différentes planètes, mais au moins pour les autres, on ne nous vend pas du village global. C'est d'ailleurs l'une des seules logiques de ces 2 films. Encore que je vais quand même faire une critique, c'est que cet univers est trop anthropo ou humano-centriste, quasi à une exception près, y compris dans la petite bande du film, puisque le robot est le seul non-humain, et même là, il est quand même conçu sur le modèle humanoïde et est ton typique robot faisant preuve de plus de compassion et d'humanité que la plupart des êtres faits de chair et de sang. Donc pour le reste, c'est simple, il faut juste essayer de retrouver la ligne de code que Snyder a donnée à son intelligence artificielle pour visualiser ce que ça donne au final.
Et donc, imaginez la tambouille en pré-pro, un bon quart espace science-fiction avec Star Wars 5e élément, Matrix, Aliens, un quart film de guerre Première et Deuxième Guerre mondiale, en particulier Das Boot, un quart western classique américain, un tiers péplum et histoire de Rome, comment ça je ne sais pas doser, un petit tiers folklore européen du Mésolithique à la Renaissance en passant par la guerre de 100 ans pour certains costumes, et un dernier tiers fantasy avec les décors du Rohan, et voilou c'est plié, vas-y que je t'embrouille, travail machine, de toute façon si c'est joli à regarder et que ça tire dans tous les coins, ça les occupera, et si j'appuie en plus régulièrement par un gros ralenti façon ponctuation dans mon texte, ils vont même se dire que je suis en train de leur donner du oufissime de dinguerie qui va leur retourner la tête. Ok, il y en a trop, mais c'est pas grave, on fera avec. Une fois les données rentrées, il n'y a plus qu'à secouer et mélanger, et tada, comme on a tout fourré dans le blender et que ça ressort façon purée, ils diront même pas que c'est copier-coller, vas-y que je t'embrouille. On peut pas dire que c'est plagié quand t'as découpé dans plein d'œuvres différentes. Donc au final, plus que la technique du spaghetti, ça donne un scénario qui serait limite de l'ordre de la lettre de rançon écrite par la bande à Basile, avec des bouts de texte et d'images piquées et découpées à la sulfateuse de ci de là dans différents supports, et collées, je veux même pas savoir comment, en espérant que ça va tenir debout, puisque vu qu'il y en a pour tout le monde, forcément que ça plaise à un vaste public. Alors pour me faire l'avocat du diable, on peut dire que Snyder n'est pas le premier à faire ça. J'ai même en tête La Princesse de Mars de Burroughs et son adaptation ciné où science-fiction, espace, esthétique, péplum et sexualité faisaient ma foi bon mélange. Mais c'est valable aussi pour Star Wars qui bricole entre l'esthétique asiatique, nazie, western, chevalerie, Shakespeare, y a qu'à voir mes vidéos, et plus tard encore péplum pour la prélogie. Donc du coup vous me direz, pourquoi le reprocher à Snyder? Parce que d'abord, quand tu dis que tu vas réinventer la roue ou proposer du nouveau, quand tu le fais pas, c'est un peu ballot. Et ensuite, parce que le patchwork de Star Wars avait relativement du sens, lui, ce qui n'est pas le cas de ce film qui part vraiment dans tous les sens de manière assez malhonnête. Alors, plusieurs exemples. Le personnage de Tarak, joué par un certes physiquement intelligent acteur de mélange indien et russe, qui nous est présenté très clairement dans une inspiration amérindienne, aussi bien dans le look que dans son introduction, où il est le seul à pouvoir apprivoiser et monter dans un ranch une créature ailée qui a des kilomètres, tu interprètes forcément comme le fier Navarro Comanche ou ce que tu veux, qui est le seul à pouvoir dompter un Mustang avec lequel il communique parce que amérindien égale respect de la nature. Ok, sauf que plus tard, le prince des plaines, c'est pas Yakari, mais c'est plutôt Bollywood via Metropolis, via Elisabeth Ier. Et donc ça n'a plus de sens, il y a trop d'infos. Mais ça vaut aussi pour la famille royale qui sort d'une fête Renaissance où s'apprête à lancer un Burger King, je suis pas sûre, dont la gamine pourrait sortir du placard de Narnia et qui se fait tuer dans un spectacle grotesque qui a échoué là parce qu'il fallait pas oublier la donnée romaine, donc les îles de Mars ça fera cool, et si en plus ça se fait avec de vagues symboles occultes et avec de la musique classique, ça fera classe, voire même un peu kubrickien. Aucune scène n'est épargnée quasiment par ce gloubi-goulba permanent. Évidemment, le petit village dans la prairie de la communauté amiche du Rohan, dont les cultures sont apparemment si essentielles pour un empire démesuré, alors qu'on est en train de parler de 3 champs de blé au bas mot, et que les 10 champs de blé sont récoltés, attention franche rigolade, à l'ancienne et la faucille, parce que c'est bio sans doute, sauf que bizarrement, ils ont des charrettes à suspension volante, et que du coup tu dois faire une gymnastique mentale à te demander pourquoi ils ont pour leur chariot une technologie de pointe et qu'ils n'ont pas étendu ça à une moissonneuse batteuse ou un tracteur. C'est hallucinant de stupidité. Moi, je veux bien le postulat de communauté archaïque ou anti-technologique, mais dans ce cas-là, faut y aller jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, c'est le bordel aussi chez les antagonistes vilains méchants qui ont beau avoir de l'armement type étoile de la mort et pouvoir raser des planètes entières, se retrouvent à opérer péniblement et manuellement des canons de chars avec des manivettes de sous-marins allemands qui sont tellement lents à manipuler que ça permet aux persos de sauver les miches du village in extremis, alors que s'ils avaient somme toute logiquement informatisé le tout, ce qu'ils doivent être capables de faire, une pression de bouton pour les réglages et bye bye Amish Paradise. C'est con. Mais con, on n'y croit pas une minute tellement rien ne fait sens à l'intérieur d'un même système dans ce film. Et puis non, c'est pas du Star Wars, si je vous jure, même quand la fin du 1 est de l'ordre de la fin de la prélogie, vu qu'il y a du cul et du glauque. J'accorde généreusement un point positif à Zack par rapport à J.J. Abrams, c'est que bien que je n'adhère pas une seconde à la relation amoureuse de l'héroïne, vu que son amourette tient quasiment plus de relations hygiéniques que d'une vraie histoire d'amour, elle marque néanmoins, à la mort de son sex buddy, du chagrin et de l'émotion, ce qui est quand
quand même une gageure, dans son programme de base je fais la gueule. On est quand même surpris de l'entendre déclarer sa flamme parce qu'on sait pas comment ni pourquoi d'un coup elle est amoureuse, mais j'en ai connu des drôlesses qui n'avaient pas cette élégance alors que leur dyade dans la force s'évaporait sur le sol cracra d'Exégol. Néanmoins, en dehors du fait qu'il fallait éliminer le love interest pour pas faire tort à son arc de femme forte indépendante, notez la connerie dans les symboliques, vu que Snyder essaie quand même vaillamment de nous emplâtrer par-ci par-là. La petite bande de bolos a droit à de la tapisserie en cadeau de la part de la belle des champs locale qui se prend pour Pénélope, et oh merveille, chacun des persos va hériter d'un symbole qui lui est propre. Montagne, louve, tempête, tout y passe, mais gentil Pépère, lui, héritait du cœur. Donc, admirer la beauté d'un scénario qui va éliminer et cramer dans un vague rituel commémoratif ce qu'il avait explicitement défini comme le cœur de son entreprise. Voilà. Ah bah c'est réussi, c'est du propre. Parce que c'est sûr que du cœur, t'en trouveras plus derrière, à moins qu'au fur et à mesure des éliminations dans les épisodes suivants, Cora l'héroïne passe de Jeanne d'Arc Kill Bill à Dorothy dans Le Magicien d'Oz, vu qu'elle a déjà à ses côtés un homme en fer blanc à la fibre poétique. Est-ce que j'ai envie de parler plus des personnages? Je sais pas, ça m'ennuie rien que d'y penser. On a beau avoir 2 films, j'ai vraiment pas accroché aux dynamiques relationnelles vu que les persos passent plus de temps à parler de leur trauma et d'où ils viennent qu'à vraiment créer des liens. Alors Cora, Kira, parce que décidément si on peut piquer des trucs à Star Wars, déjà elle hésite au niveau du design. Belle des Champs, Rambo, Jeanne d'Arc, Hélène Ripley, Petit Chaperon Blanc, des fois elle sait pas trop, et nous non plus. Face à elle, les méchants sont moyens, entre son méchant papa adoptif, pas franchement charismatique, mais censé être super machiavélique, qui lui fait porter le chapeau du coup d'état qu'il a organisé pour usurper tellement bien le trône qu'il se monte même pas dessus. Bon méchant papa, je vais l'appeler Biélorusse, parce que franchement c'est pareil. Alors lui, Snyder le garde au chaud en réserve pour la mission boss finale, j'imagine. Du coup, pour nous occuper entre temps, il nous balance un psychopathe répugnant histrionique, et ça aurait pu être intéressant si par exemple il avait connu la nana avant et mettons la jalousait dans sa relation avec Biélorusse ou partait carrément en villainous crush, mais même pas en fait. Alors je place au passage que en plus des nazis, je soupçonne que l'option Corée du Nord a été ajoutée dans la programmation parce que le crime principal contre l'humanité de l'Imperium à mon avis, c'est la panoplie immonde de coiffure qu'elle impose à ses agents, jusqu'à l'héroïne qui se refait une petite coupe Kim Jong-un avant d'infiltrer le vaisseau à la fin. C'est moche. Et pour le méchant, ça donne un croisement entre Gary Oldman façon 5e élément et la coiffure de Jim Carrey dans Dumb and Dumber, avec pour l'acteur un faux air de Cillian Murphy qui par contre fout bien les pépettes. Le tout se vautrant dans de l'organique et des tuyaux. Alors on est dans l'abject du corps façon Matrix ou Harkonnen. Faudrait pas pomper que Lucas et Kubrick, si on peut placer du Scott ou du Cronenberg, on va pas se gêner non plus. N'est-ce pas Zach? Pour les acteurs, même s'ils sont pas chemaux, ils sont pas marquants et c'est parfois tellement pas bien joué que ça en est comique. Je pense par exemple au petit cri d'exaspération poussé par le fier guerrier Titus dans la bataille, qui m'a donné une barre de rire, ce dont je le remercie parce que globalement je m'ennuyais tellement que je piquais régulièrement du nez. Puisque j'échange sur mes quelques moments déconne, tout est tellement prévisible là-dedans que j'anticipais quasiment tout le dialogue sur des plans entiers de scène. Alors ça peut arriver dans des films et des séries et c'est jubilatoire quand c'est de l'ordre d'une réplique culte qu'on attend ou d'un payoff de déclaration d'amour ou de fuck you. Ça l'est beaucoup moins quand c'est sur la moitié du film. De là à ce que je me demande si je suis pas moi-même une intelligence artificielle et me dire que je vais échouer à tous les tests sur les ordis pour vérifier si je suis pas un robot, ça expliquerait des choses. Dire que c'est le pire film de tous les temps, encore une fois, absolument pas, faut pas exagérer, mais il y a une réplique à la fin de la partie 1, quasiment une des dernières répliques d'ailleurs, qui pour moi résume le mieux tout le projet. Donc, je cite le poète dans sa poésie, Maître Snyder sur sa lune perchée, cela n'a ni pouls, ni fonction cérébrale. Parce que oui, ça manque de cœur, désolé, je ne trouve pas les persos attachants, donc qu'il meurt et dans quel ordre, je m'en fous. Et ça manque d'intelligence, à part, j'y reviens, si tu l'envisages comme artificiel. Je ne dirais pas que c'est complètement oubliable, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a des visuels frappants. Mais encore faut-il que l'histoire t'embarque derrière, que tu sois derrière les persos, car simplement écrire perso badass avec trauma, donc faille, ne suffit pas pour que la fonction du personnage soit habitée. Et d'ailleurs, le film n'a pas vraiment eu l'air de convaincre, les retours sont très mitigés, aussi bien chez les critiques que
les spectateurs. Alors je concède quand même que dans la mesure où on n'a pas vraiment la fin de l'histoire, ça peut être dur de juger du projet global au niveau narratif, mais disons que pour l'instant, comme vous avez pu le sentir, parce que j'ai été très subtile, ça n'est pas du tout ma tasse de thé, mais comme chacun ses goûts et ses couleurs, si cette proposition vous a séduit, j'en suis ravie pour vous. Par contre, pour moi, ça m'a presque donné envie de revoir du Star Wars, c'est dire le miracle qu'a pu accomplir ce film. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour celles et ceux qui me l'ont réclamé, j'espère que vous n'avez pas été déçus du voyage, et on se dit à très bientôt pour toute autre chose.